Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les erreurs les plus classiques concernant la comptabilité des locations meublées. Ça va vous intéresser si vous faites faire votre comptabilité par un comptable et si vous envisagez de reprendre votre comptabilité vous-même ou simplement de vérifier la comptabilité, les liasses fiscales qui sont transmises par votre comptable, simplement pour vérifier s'il n'y a pas des erreurs parce que en général il y a énormément d'erreurs, j'en ai listé une petite quinzaine, donc voilà, donc ça vous permet de vérifier. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire vos déclarations vous-même sans comptable grâce au site topdéclaration.com. Alors c'est parti. Concernant toutes les erreurs que j'ai pu rencontrer, j'ai listé les principales, il y en a énormément. C'est rare d'ailleurs de voir des déclarations effectuées par des soi-disant professionnels, de trouver aucune erreur. En général, il y a en général quelques erreurs. Alors, première erreur, je les ai mis dans l'ordre, elles ne sont pas toutes gravissimes, mais certaines évidemment sont inquiétantes. Alors, première erreur, j'ai mis en haut donc les charges oubliées. Alors, je vais juste vous expliquer comment vérifier chacune de ces erreurs. Donc, les charges oubliées, vous demandez à votre comptable la liasse fiscale, donc les formulaires 2033A, B et C. Donc là, c'est juste un exemple. Donc pour les charges oubliées, vous allez dans la partie 2033B. Voilà, vous allez dans la partie résultat comptable. Vous allez regarder ici autres charges externes. Voilà, donc ici c'est juste un exemple, donc ici par exemple il y a 5326, donc vous posez simplement la question, est-ce que ces 5326 euros, ces autres charges externes, est-ce que c'est la totalité, ce qu'il a pris en compte toutes mes charges, donc par exemple les charges de copropriété, est-ce que ça a un sens, est-ce que ce chiffre a un sens, est-ce qu'il représente la totalité des charges? En général, dans la majorité des cas, ils ont oublié des charges que soit vous ne leur avez pas transmis, soit ils ne les ont pas intégrées. Dans d'autres cas, parfois on ne comprend pas parce qu'il y a des charges qui sont beaucoup trop élevées, donc on ne sait pas d'où ils sortent les charges, donc là vous pouvez demander une explication concernant ce autre charge externe. Voilà. Alors évidemment, si certaines charges ne sont pas prises en compte, ça va augmenter votre résultat comptable, donc augmenter votre résultat fiscal, et donc vous allez payer plus d'impôts. Les charges d'intérêt oubliées, donc là c'est le même principe, c'est avec les charges d'intérêt qu'on va retrouver ici dans les charges financières, donc vous allez regarder ici. Il arrive des cas en fait où simplement le comptable ne prend pas en compte les intérêts d'emprunt, tout simplement parce qu'il a oublié, voilà. Donc ça peut être des montants qui sont importants, donc là même chose, ça va augmenter votre résultat comptable et sûrement augmenter votre résultat fiscal par la même occasion. Donc vous allez payer plus d'impôts, c'est dommage. Troisième élément, vitesse d'amortissement excessive. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'amortissement pour les locations meublées. Grosso modo, on prend l'appartement, la valeur de l'appartement ou son prix d'achat. Ensuite, on va décomposer par composant. Et ensuite, chaque composant représente une quote-part et va être amorti sur une durée. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est assez complexe. On ne voit pas les détails, évidemment, sur la 2033C pour l'occasion. Mais on peut recalculer cette vitesse d'amortissement. Alors, comment la recalculer et quel chiffre doit-on obtenir? Alors, en général, normalement, une vitesse d'amortissement convenable, correcte, pas trop rapide, elle tourne autour de 3% en fait des immobilisations brutes concernant donc l'amortissement du bien immobilier. Donc si vous obtenez des chiffres, et ça arrive parfois des chiffres qui sont autour de 9-10% de vitesse d'amortissement par an, c'est très très élevé, c'est au-delà de ce qui se fait normalement. Donc voilà, alors comment vous en rendre compte de cette vitesse d'amortissement? Eh bien simplement vous allez regarder dans la 2033C, ici, l'augmentation, ce qu'on appelle la dotation aux amortissements de l'exercice en cours. Prenez bien un exercice sur un an, c'est important, sinon il faut calculer avec des proratas. Donc là vous voyez on a 5922 pour la construction. Donc vous prenez ces 5900. Donc là, déjà, il faut bien analyser, il faut bien voir où est ventilé en fait l'appartement. Donc là, on a construction ici, et on a aussi installation générale, agencement, aménagement. Pour certains comptables, ils mettent juste tout dans construction. Donc vérifiez bien où est situé l'appartement. Vous pouvez aller voir dans les immobilisations ici. Donc là, vous voyez la ventilation, terrain, construction et installation générale. Donc tout ça, en fait, ça représente la totalité on va dire du bien qui est en train de s'amortir. Les autres immobilisations corporelles, c'est autre chose. C'est les travaux, c'est le mobilier. Donc vous prenez vous prenez le montant qui a été amorti, donc là pour le coup, il y en a pour à peu près 5009, donc ça fait 6000 plus 3000, on est à 9000 euros. Pour un bien qui vaut donc 98 000, je suis à la louche, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, donc vous prenez 98 000 plus le terrain, allez, on a pour 115, 116 000, on arrive à peu près à 130 000, donc on est à 9 000 sur 130 000, donc c'est un amortissement qui est assez rapide, mais c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. J'ai déjà vu des choses autour de 12% de vitesse d'amortissement qui sont juste énormes. En tout cas, on est censé tourner autour de 3%. Voilà. On continue. Oublie des frais d'acquisition. Alors ça, c'est une erreur aussi très classique et malheureusement qui coûte très cher. Comment est-ce qu'on va voir ça? Tout simplement, on va dans les immobilisations ici. Alors, on peut même les, voilà, on vient ici et on regarde en fait dans la 2033C si ils ont pris en compte les frais d'acquisition, ça veut dire les frais de notaire et les frais d'agence.
Si c'est le cas, bah là vous voyez par exemple, donc on ferait calque, on ferait 17 420 plus 98 714 plus 15 711. On obtient 131 845, donc la question que vous devez vous poser, est-ce que les frais de notaire sont intégrés dedans? S'ils ne sont pas intégrés dedans, il a la possibilité de les passer en charge. Donc à ce moment-là, il faut aller regarder sur la première année, dans la 2033B, vous allez dans autre charge externe, là où on était juste avant. Donc on va dans autre charge externe, on va ici, et on va voir en fait si effectivement ils ont le comptable les a mis en charge. Mais en tout cas, soit ils doivent être dans les charges sur la première année, soit on doit les retrouver dans les immobilisations, donc ça doit augmenter la base amortissable. Mais parfois, c'est ni l'un ni l'autre. Si c'est ni l'un ni l'autre, bah ça a simplement été oublié. Voilà. Autre point, donc ici j'ai mis frais d'acquisition passés en charge au lieu de les mettre dans la base amortissable. Alors là, il peut y avoir il y a pas mal de comptables qui appliquent en fait des règles assez, comment dire, automatiques. C'est-à-dire qu'ils vont systématiquement mettre les frais d'acquisition, donc frais de notaire, frais d'agence, ils vont les mettre en charge. Sauf qu'en les mettant en charge, bah, en général la première année, ça va créer un gros déficit. Et ce déficit, bah, il est reportable seulement pendant 10 ans avec un ordre d'imputation qui fait qu'en général, eh bien, on ne les utilise jamais et on les perd. Donc c'est totalement sous-optimal. Et en fait, même s'il les a pris en compte et qu'on les verra bien dans autre charge externe, en fait, il aurait été plus judicieux de les mettre dans la base amortissable. Il a fait le mauvais choix. Donc comment est-ce que vous allez vous en rendre compte? Bah, tout simplement, vous allez sur votre première liasse fiscale et vous vérifiez si dans autre charge externe, vous voyez les frais de notaire et les frais d'acquisition. Vous allez les voir très rapidement parce qu'en général, c'est des montants qui sont très élevés, vu que voilà, ça représente 7% plus 5% donc ça va représenter, je sais pas, 10-12% du montant d'achat. Donc vous allez forcément le voir apparaître ici de façon très explicite. Si c'est ici, bah, il faut se poser la question de est-ce que c'est judicieux. Dans certains cas, on a besoin d'avoir, c'est intéressant d'avoir un gros déficit au début parce qu'on va, pour ne pas payer d'impôts dans les années suivantes. Surtout pour des appartements qui sont très rentables, de location court terme, bah, c'est intéressant de pouvoir utiliser ce déficit pour ne pas payer d'impôts. Mais dans la majorité des cas, en fait, bah, on n'a pas besoin en fait, de créer des déficits. Les amortissements suffisent en fait, à annuler le résultat comptable. Donc c'est pas nécessaire. Donc ça va être perdu au bout de 10 ans et donc c'est dommage, c'est un choix, c'est une erreur. Et surtout que quand on leur demande de rectifier, alors ça c'est un autre point, les rectifications, refus, j'ai mis un autre élément, refus de corriger à cause de leur paresse, une paresse maladive, alors qu'on peut corriger au moins pendant 1 an, on peut corriger en ligne, etc. Mais en général, ils n'ont pas trop envie de le faire. Continue, quote-part du terrain trop élevé. Alors les quote-part du terrain, donc j'en parle beaucoup dans la formation en ligne, j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Il y a pas mal de choses à dire sur les quote-part du terrain, je mettrai quelques liens en description si ça vous intéresse. Néanmoins, on va dire qu'il faut pour aller regarder, pour aller voir en fait quelle est la quote-part qui a été prise en compte, vous allez simplement pareil dans la 2033C. Donc vous allez dans la 2033C ici, vous voyez par exemple ici 17 420, ok. Donc ça c'est les immobilisations brutes du terrain. Vous divisez ce montant par le prix de l'appartement. Donc là c'était 131 000, donc vous faites simplement 17 420 divisé par 131 000. Okay. On obtient, vous voyez ici, 13,2%. Donc là, c'est correct. Mais parfois, vous allez le faire et vous allez obtenir 30%, alors que vous êtes dans un petit patelin, parfois même encore plus, 35%. J'ai vu des choses absolument hallucinantes. Donc, plus la quote-part du terrain est importante, et plus la partie amortissable, donc qui va être dans construction, etc., bah, elle va être plus petite, et donc une dotation d'amortissement plus petite, et donc un résultat comptable et fiscal plus élevé, et donc plus d'impôts à payer. Donc ce point est très très important. Point de vigilance maximum sur le terrain. Demandez au comptable de justifier en fait la quote-part du terrain qu'il a prise. On continue. Erreur de ventilation des amortissements sur chaque composant. Alors ça, c'est une erreur assez classique, c'est pas très impactant. En général, par exemple, ce qu'ils font, c'est que les comptables, ils ventilent simplement sur terrain et sur construction. Pourtant, en fait, la ventilation correcte qui est préconisée par les impôts, c'est une ventilation avec construction, ensuite installation technique, matériel d'utilage industriel, installation générale, agencement, donc IGT. Et voilà, donc il faudrait utiliser en fait tous ces éléments-là. On voit aussi apparaître parfois, donc ça c'est vraiment pour ceux les comptables qui ne connaissent absolument pas les locations meublées, on voit apparaître parfois des immobilisations financières, notamment pour les frais d'acquisition et les frais d'agence. C'est complètement faux. Les textes sont très clairs, en fait. Les frais d'acquisition et les frais d'agence doivent être mis dans la base amortissable et décomposés sur chacun des composants. Donc ça, c'est un point très important. Si vous voyez des éléments dans immobilisation financière, alerte rouge, c'est pas correct. On continue. Confusion entre amortissement excédentaire et déficit. Alors ça, c'est aussi un cas, donc là j'ai fait pas mal de vidéos aussi dessus. L'idée c'est quoi? C'est que là vous allez sur la 2033B en fait,
Et il y a souvent en fait une incompréhension sur les locations meublées, donc tout ce qui est LMNP, LMP, donc déclaré au régime réel. En fait, il y a certains comptables qui ne maîtrisent pas encore les différences entre un déficit et des amortissements excédentaires. Donc très simplement, en fait, les amortissements excédentaires, c'est des amortissements qui ne vont pas être utilisés, alors que et qui donc sont reportables sans limite de temps pour les années à venir, alors que les déficits sont des vrais, en fait, entre guillemets, des vrais déficits. C'est quoi un vrai déficit? C'est simplement quand vous faites loyer, vous voyez ici les loyers, moins charges, moins taxes, moins intérêts d'emprunt, donc des vraies dépenses. Donc on prend toutes les dépenses et on regarde si c'est négatif. Si c'est négatif, ça crée un déficit. Ça veut dire simplement que vous avez perdu de l'argent, alors que l'amortissement, lui, c'est un amortissement comptable. Donc si le résultat comptable est négatif à cause des amortissements, ça crée des amortissements excédentaires. Si le résultat comptable est négatif à cause de vraies dépenses, ça crée un déficit. Il peut y avoir la même année d'ailleurs des déficits créés en plus d'amortissements excédentaires créés. Donc voilà, ça va dépendre des cas, il y a pas mal de combinaisons possibles. Je vous renvoie vers la formation si vous voulez en savoir plus là-dessus. En tout cas, faites bien la distinction, il faut bien faire la distinction entre les deux. Autre élément, immobilisation qui ne correspond pas au prix d'achat ou à une valeur estimée. Alors là, en fait, vous allez simplement pareil, vous allez dans la 2033C, vous allez tout en bas, ok. Et vous allez regarder pareil cette ventilation, la terrain, construction, installation générale, donc toute cette partie-là, là, les 130 000 € qu'on avait, et ça il faut que ça corresponde à quelque chose par rapport à votre bien. Donc soit ça va correspondre à votre prix d'achat plus les frais de notaire plus les frais d'agence, soit ça va correspondre à votre prix d'achat sans les frais de notaire, sans les frais d'agence parce qu'ils ont été passés en charge, soit ça va correspondre à une valeur estimée, ce qu'on appelle une valeur vénale du bien. Si vous avez acheté le bien il y a des années, que vous le mettez simplement en location à partir d'une première année, mais ça doit correspondre à quelque chose. Vous devez retrouver vos billes parce que si parfois en fait la valeur va être totalement sous-dimensionné, c'est-à-dire qu'il va estimer le prix de votre bien sur la base d'informations on ne sait pas, et donc là il faut demander des explications parce que ça va impacter directement la dotation aux amortissements, donc le résultat comptable, donc le résultat fiscal. Vous pouvez aller regarder aussi dans la 2033A, dans la partie immobilisation. Vous allez regarder ici, c'est aussi possible, mais ici, attention, ici on a toutes les immobilisations brutes qui sont agrégées, c'est-à-dire vous avez l'appartement, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence s'ils ont été pris en compte, plus toutes les autres immobilisations qui sont liées aux travaux et au mobilier que vous avez acheté après l'achat. Donc faites attention parce qu'ici tout est agrégé, donc là ça peut... voilà. Continue. Non-respect des ordres d'imputation, alors ça c'est un point qui est assez peu connu, j'avais fait une vidéo publique dessus, j'ai une vidéo aussi privée donc sur la formation en ligne, vous cliquerez sur le lien ici, en fait il y a un ordre d'imputation, c'est-à-dire que quand on a un résultat positif, donc on fait d'abord loyer, moins charges, moins taxes, moins intérêts d'emprunt, moins dotation aux amortissements de l'année en cours, si ce montant en fait est positif, donc ça va correspondre en fait à un résultat comptable positif, vous allez dans la 2033B ici, voilà, donc si le résultat comptable est positif, alors il est rarement positif parce qu'en général les amortissements suffisent à le rendre négatif. Vous voyez ici il est déjà très négatif. Mais s'il était positif, à ce moment-là on va utiliser d'abord les amortissements excédentaires antérieurs dans un premier temps. Et s'il est toujours positif, on va utiliser les déficits antérieurs. Donc les déficits, c'est vraiment la dernière chose qu'on utilise. Okay, donc, sauf que ça, c'est pas forcément connu, c'est pas forcément dans les logiciels des comptables. Donc en fait, il arrive qu'ils utilisent les déficits au lieu des amortissements et vice-versa. Donc en général, ils se mélangent un peu les pinceaux dans les ordres d'imputation parce qu'ils connaissent pas la spécificité des locations meublées, parce que ce point est spécifique. Voilà. Refus de corriger à cause de leur paresse. Donc là, on en a parlé. Incapacité à gérer les cas d'indivision et de pleine propriété. Si vous avez des biens en pleine propriété et des biens en indivision, normalement vous avez des numéros sirènes différents et donc vous avez des déclarations différentes, mais vous devez refusionner en fait les résultats fiscaux dans votre déclaration personnelle. Donc il y a plusieurs déclarations aux professionnels, mais une déclaration des particuliers. Et là, il n'arrive pas du tout à gérer. C'est normal, c'est un peu compliqué. Il faut faire quelque chose de personnalisé. Donc en général, ils vous donnent les liasses fiscales et ils vous disent débrouillez-vous. Pour votre déclaration des particuliers, vous devez refusionner, refaire les sommes pour voilà. Donc ça, c'est une erreur aussi. Réintégration dans une mauvaise case. Donc là, on a un exemple ici. En fait, quand il y a des amortissements excédentaires qui sont créés, on va le voir ici. Vous voyez par exemple ici, on a 9655 donc de résultats comptables négatifs, vous voyez avec les parenthèses, qui sont liés en fait à la dotation aux amortissements. Donc en fait ça va créer des amortissements excédentaires. Il faut le mettre dans la case amortissement excédentaire qui est ici. Sauf que là par exemple il s'est planté, il l'a mis dans réintégration, diffère dont intérêt excédentaire des comptes associés. Donc c'est pas la bonne case. Est-ce que c'est grave? Non, ça n'a pas d'impact. On est dans la bonne catégorie réintégration. Ça va s'annuler derrière pour faire un résultat fiscal nul. Mais disons que c'est pas la bonne case. Voilà. On continue. Et c'est tout. C'est tout pour le moment. Voilà les amis, si vous avez d'autres erreurs, vous mettez en commentaire. Si vous voulez que je revoie aussi toutes les erreurs de vos liasses fiscales, les soumettre à ma curiosité, vous pouvez booker une assistance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.